Bien, c'est un grand plaisir d'accueillir Paul Cournary et Pascal Monlahuc. Vous aurez compris d'ailleurs dès ce matin une des raisons de leur présence ici, à savoir la publication de ce remarquable collectif Comment Paul Veyne écrit l'histoire. Et donc juste deux mots pour les présenter au-delà de ce travail éditorial sur Paul Veyne. Donc Paul Cournary a soutenu en 2018 une thèse, oui, il y a déjà un petit temps maintenant, avec, sous la direction de Vincent Azoulay et de Patrice Brun. C'est intitulé « La bonne mesure du charisme, les rois antagonides et leurs sujets ». Il est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Bordeaux et la thèse, si mes renseignements sont bons, va bientôt paraître. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle une parole performative. Exactement. Tandis que Pascal Monlahuc a soutenu en 2016 une thèse intitulée « Le pouvoir des bons mots, faire rire et politique à Rome du milieu du IIIe siècle avant notre ère à l'avènement des Antonins ». Il est quant à lui maître de conférence HDR à l'université de Paris-Cité. Il vient de publier un ouvrage, c'est tout frais, on a reçu l'annonce à Gora il y a vraiment quelques jours, Prince et citoyen, et c'est sur le charisme, donc vous voyez qu'ils se rejoignent aussi sur l'intérêt pour le charisme de l'empereur romain d'Auguste à Sévère Alexandre, et donc nous nous réjouissons de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous tenons à vous remercier de cette invitation qui nous honore et qui nous met en difficulté. En effet, impossible pour nous qui n'avons pas connu l'homme Veyne, ni suivi son enseignement, de donner à notre propos la forme du témoignage. Cela nous conduirait à répéter la vision stéréotypée que Veyne a donnée de son activité au Collège de France dans Le quotidien et l'intéressant et son autobiographie. À chaque fois, il a peint le tableau attendu d'une institution qui provoque le malaise chez ses professeurs. L'image du phoque savant qu'il utilise à plusieurs reprises pour signifier sa terreur devant le public qui est venu l'écouter ne fait que nourrir un dossier déjà assez fourni des lieux communs sur le Collège de France qui sont passés à la postérité. En ouverture de l'inventaire des différences, Veyne écrit, je cite, « Celles ou ceux qui ont de meilleures raisons que moi d'être intrépides tremblent, m'a-t-on affirmé, pendant les heures ou les journées qui précèdent leur leçon inaugurale. Cette apparence d'aveu est l'une des figures obligées des leçons inaugurales qui révèle l'amalgame entre un individu et sa communauté, mais elle ne nous aiderait pas à cerner l'activité concrète de Veyne au Collège de France. Alors nous avons pensé à une deuxième possibilité qui prendrait acte du fait que, depuis une quarantaine d'années, l'histoire des savoirs a rompu avec la vision lointaine et globale de la science pour s'approcher au plus près des lieux de sa production. En incluant l'étude des matériaux préparatoires, ou autrefois jugés annexes, les lettres, les fiches, les rapports, en bref, les archives, on pourrait réévaluer l'ordinaire du travail savant et saisir une activité de réflexion en acte dans ses multiples dimensions. Toutefois, il n'est pas certain qu'il subsiste beaucoup de ces documents dans le cas de Veyne. D'anciennes connaissances de Veyne, comme André Tchernia ou Monique Trédé-Boulmer, pensent même qu'il a détruit l'essentiel de ses papiers. Alors, on sait aujourd'hui que c'est en partie faux, puisque Dominique Sénéquier, qu'on a rencontré ce matin, nous informe que les archives vont sans doute faire l'objet d'un inventaire prochain. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas ce matériau à disposition pour comprendre quelle est l'activité de Veyne au Collège de France. Du côté du Collège de France, à l'exception des documents que M. Mantovani a montrés ce matin, le dossier est relativement mince, puisqu'il faut ajouter aux textes qui ont été commentés les résumés de cours, mais on ne peut pas véritablement saisir ce qu'il a voulu faire au Collège de France au quotidien, dirons-nous. Dès lors, si on ne peut pas intervenir comme témoin, si on ne peut pas se fier sérieusement aux écrits publics, en tout cas pas autant qu'on le voudrait, et si les archives pour l'instant manquent, comment faire pour cerner l'activité de Veyne au Collège de France ? Voici ce que nous voudrions essayer de faire ici, partir à vrai dire de la leçon inaugurale, d'où le titre de notre intervention, en mentionnant le fait très simple, qui est que les leçons inaugurales dressent un bilan, théoriquement, tout en ouvrant des perspectives de recherche auxquelles doit se consacrer le professeur nouvellement élu. On aimerait donc se livrer à une relecture critique de l'inventaire des différences, afin de mettre en perspective la vie intellectuelle de Veyne sur le temps court de la leçon et sur le temps plus long qui entoure la leçon. Relire ce texte permettra de se demander assez froidement, volontairement froidement, si l'arrivée de Veyne au Collège de France a inauguré quelque chose de nouveau pour lui. La leçon, pourra-t-on dire, est trop connue pour que sa lecture donne encore de nouveaux fruits, et c'est pour cela que nous voudrions l'encadrer de deux massifs documentaires.
Le premier, nous le devons à Réjeanne Auclair, qui fut la dernière épouse de Georges Ville, et qui, avec une confiance désintéressée que nous souhaitons saluer, a bien voulu nous confier l'ensemble des lettres adressées par Veyne à celui qui, on l'a dit ce matin, fut son grand ami, son double amical et intellectuel. Ces missives forment un corpus de 500 pages à peu près, étalé entre la nomination de Veyne à la faculté d'Aix en 1961 et la mort tragique de Ville dans un accident de voiture en 1967. Et l'on verra que ces lettres permettent de restituer la préhistoire de la pensée de Veyne, et elles font voir, contrairement à ce qu'a pu parfois déclarer l'historien, et contrairement à ce que l'on a cru nous aussi, qu'il y a une certaine continuité entre la pensée de Veyne en 1961 et celle du Collège de France en 1976. Là où cette correspondance doit permettre d'aborder la trajectoire de Veyne à la longue vue, il y a d'autres archives qui la font voir au microscope. C'est le cas d'une série de lettres à Raymond Aron, qui précède l'élection de Veyne au Collège de France, ainsi que d'un ensemble de documents mis au jour par une collègue philosophe, Carolina Verlangia, dans une thèse récente portant sur Foucault et les historiens. On savait déjà que l'excursus Foucault révolutionne l'histoire avait été présenté par Veyne à Foucault en 1978. Verlangia a retrouvé dans le fonds Michel Perrault le tapuscrit original de cette conférence, lourdement remanié de la main même de Paul Veyne. Par ailleurs, elle a retrouvé la retranscription des enregistrements d'échanges entre Paul Veyne et Michel Foucault dans le bureau du philosophe au Collège de France, qui ont suivi cette publication en 1969. Ces archives, on va essayer de le montrer, documentent finement les rapports de Veyne avec Foucault, qui ne se résument pas à une conversion, comme nous l'avions cru, après d'autres. Pris ensemble, ces différents documents permettent d'écrire une histoire qui prend pour centre de gravité l'arrivée de Veyne au Collège de France en 1976, et puis à partir de là, de retracer ce qui a pu se jouer lors de la leçon, le jour même, et le replacer ensuite dans une chronologie revue sur le temps court, les relations de Veyne entre Aron et Foucault, et sur le temps long pour montrer combien la trajectoire de Veyne a été surdéterminée par son rapport à l'érudition. Le 11 mars 1976, les lecteurs du Monde pouvaient lire que, et je cite ce qui est à l'écran, dans sa leçon inaugurale de la chaire d'histoire de Rome au Collège de France, étourdissant morceau de bravoure, sans doute la tradition le veut-elle, M. Paul Veyne avait élargi son sujet. L'incise du journaliste, sans doute la tradition le veut-elle, vient marquer le pouvoir d'une institution où les conditions d'énonciation font qu'il est impossible de prononcer un discours qui ne soit pas brillant. En réalité, pourtant, le discours de Veyne, prononcé le 5 mars 1976, n'a pas été si bien reçu que cela, ou en tout cas pas par tout le monde. Aron, d'après Veyne lui-même, on le sait, aurait été vexé de ne pas avoir été remercié. Les historiens semblent avoir également, pour certains, peu goûté à cette leçon inaugurale, au point que François Hartog écrivait dans les Annales un compte-rendu assez sec de la dite leçon, jugeant les théories de Veyne un peu courtes. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir bousculé Veyne, comme celui-ci l'explique à Foucault. Après que j'ai prononcé ma leçon inaugurale fâcheuse, j'ai eu Duby qui est venu m'engueuler. Il avait compris que cette leçon signifiait que je niais la chronologie. Or, me dit-il, il est important quand même que le 13 juillet précède le 14 juillet. Ces indications témoignent d'incompréhension. Incompréhension qui s'explique en partie par le fait que cette leçon satisfait assez peu aux nécessités de l'exercice. Certes, le dit exercice ne comporte pas vraiment de règles, ce qui est d'ailleurs une des conditions de son succès auprès du public, mais il doit remplir au moins deux attendus. Premièrement, remercier ses soutiens et prédécesseurs. Deuxièmement, présenter un programme. Or, Veyne s'est complu à décevoir ces deux attentes, en refusant de se situer par rapport à ses collègues et en laissant totalement indéfini ce qu'il entendait faire au sein du Collège de France. En effet, dans l'inventaire des différences, donc cette leçon inaugurale, Veyne joue à un jeu de référence-déférence un peu ambigu, ambivalent. Si l'on compare ce texte avec les leçons à peu près contemporaines, de Vernant, de Romilly, de Pierre Hadot aussi, on est frappé par le faible nombre de références aux antiquisants et à leurs travaux. Nul historique chez Veyne d'Escher, de latin ou de grec. Mais quelques noms choisis. Seul Louis Robert fait l'objet d'une admiration franche dont Veyne ne s'est jamais départi. Le reste est beaucoup plus furtif. Veyne mentionne certes Boyancé et Syme, mais il n'en fait qu'un éloge oblique en parlant des pages qu'ils n'écrivent pas, témoignage de l'instinct qui guide d'après lui les grands historiens. Certes, il évoque Christian Mayer, mais c'est pour opposer la France aux États-Unis et dire que Christian Mayer n'est pas seulement un antiquisant. Bien sûr, il se réfère à Dumézil, mais c'est pour ramener les théories de Dumézil au niveau de Montesquieu. Le même jeu, qui parfois alterne entre des collègues décédés qu'on peut attaquer en paix et ceux bien vivants qu'il faut honorer, se retrouve dans les références aux historiens et aux autres spécialistes des sciences humaines. Le cas le plus évident est celui de Raymond Aron. Dès l'entame de la leçon, Veyne se décrit comme un inconnu, je cite, qui avait pour lieu de naissance le séminaire de sociologie historique. Et les idées essentielles qu'il développe dans cette leçon proviennent de 3 pages de Raymond Aron, ni plus ni moins. En même temps,
Et bien qu'il le mentionne à plusieurs reprises ou qu'il fasse une allusion louangeuse à ses idées, Veyne ne le remercie pas, ce qui tranche avec la préface de Le Pain et le Cirque qui célèbre l'intelligence supérieure de Raymond Aron. La même chose vaut aussi pour Foucault, puisque Veyne se limite à des citations implicites au sujet de la folie, à l'état sauvage ou de la raréfaction. Et s'il dit bien que Foucault mérite une admiration éperdue, il affecte de n'entretenir avec son œuvre qu'un rapport distancié et supérieur. Je cite « Qu'on se rassure, je prends si peu Foucault pour un structuraliste que mes exemples seront tirés de Wölfflin. » Les théories à la mode dans les années 70 sont aussi écartées sur un mode allusif et plaisantin. Veyne se moque du structuralisme comme des marxistes. Et il dénonce plus généralement les réflexes disciplinaires. On est encore historien, dit-il, quand on cite Karl Polanyi. En revanche, Jelinek n'a pas reçu droit de citer. Difficile de savoir qui exactement est visé ici. Est-ce que c'est certains historiens, comme Finlay, qui avaient fait une utilisation abondante de Polanyi? Est-ce que c'est les Annales, qui, en 1974, 2 ans avant, avaient présenté un dossier autour de Polanyi, auquel Veyne avait participé? On ne sait pas. En revanche, on sait qu'il utilise Jelinek. Il faut lire les notes en bas de page de Le Pain et le Cirque. Bref, le brio rieur et allusif de la leçon traduit un refus de se situer, un rapport distancé à l'institution, et ce qui est pourtant l'exigence première de ce rituel. L'inventaire des différences, en effet, subvertit l'exercice dans la mesure où Veyne refuse explicitement de tracer l'espace d'une recherche à venir. Cette leçon n'inaugure rien. Le discours est peu programmatique, n'expose ni méthode ni objet de recherche, et se refuse à situer le travail à venir dans une trajectoire intellectuelle plus générale. Là encore, le contraste est assez frappant par rapport à la plupart des autres leçons inaugurales qui délimitent un champ à explorer, voire comme celle de Louis Robert, qui détaille les programmes des semestres à venir. Chez Veyne, le contenu de la leçon répète globalement, en les modifiant un petit peu, on le verra, les acquis de comment on écrit l'histoire, ainsi que les propositions de l'article pour une histoire conceptualisante paru 2 ans auparavant. La thèse d'ensemble de la leçon est assez claire. Les historiens, comme en général tous les spécialistes des sciences humaines, n'appréhendent les faits qu'au travers d'un ensemble de notions, que Veyne appelle des invariants. Ces invariants, plutôt que de dissoudre la singularité des événements, permettent de mieux les appréhender, puisqu'ils consistent à les mettre en série et, en mettant au jour des différences, permettent de les individualiser. Enfin, les événements dépendant pour leur explicitation d'une série de variables qui constituent un foyer commun, il est possible de les expliquer scientifiquement, comme dit Veyne, de les conceptualiser. Ainsi, écrit-il, c'est ce que vous avez à l'écran, la conceptualisation d'un invariant permet d'expliquer les événements. En jouant sur les variables, on peut recréer, à partir de l'invariant, la diversité des modifications historiques. On explicite ainsi le non-pensé. Enfin et surtout, seul l'invariant individualise, tout abstrait et général qu'il est. L'impérialisme romain n'est plus qu'un vague impérialisme au sens du café du commerce. Il n'a plus rien de commun avec Périclès, Alexandre, Hitler. Il a une physionomie bien à lui. L'invariant est au centre même de la pratique historique, puisque l'histoire explique, et qu'elle explique sociologiquement, scientifiquement. Or, qu'est-ce qu'une science, sinon la détermination d'invariants qui permettent de retrouver la diversité des phénomènes? Cependant, en pointant ainsi le rôle des invariants en histoire, Veyne se trouve confronté à une sorte de contradiction. En effet, il y a un certain paradoxe à assigner la conceptualisation comme tâche à l'histoire, tout en déclarant que c'est déjà ce que font ces praticiens dans tous les cas. Les historiens, écrit-il, voudraient-ils être positivistes qui n'y parviendraient pas, même s'ils ne veulent pas le savoir, ils ont une sociologie, puisqu'ils ne peuvent ouvrir la bouche sans prononcer les mots de guerre ou de cité. L'inventaire des différences est donc moins l'exposé d'une méthode qu'un discours sur la méthode. Mais, et c'est là que se trouve la contradiction, c'est une méthode que Veyne lui-même déclare impossible, du moins dans l'immédiat. Vous avez le texte à l'écran. Si l'histoire se donne pour tâche de conceptualiser, afin de cerner l'originalité des choses, alors, mes chers collègues, un double désespoir me saisit. Tout ou presque est encore à faire. L'histoire romaine est à écrire, et vous ne devez pas compter sur moi pour cela. Je vois quelques arbres, je ne vois aucune forêt. Loin d'être une simple provocation, ce passage annonce précisément ce que Veyne s'est attaché à ne pas faire au Collège de France. En effet, ces préceptes de méthode auraient dû le conduire à abandonner, comme il le dit lui-même, les périodes, les civilisations, les histoires nationales. Ce n'est pas le cas, puisque le titre de sa chaire, Histoire de Rome, renvoie à une histoire de type civilisationnel, dont Patrick Leroux, par ailleurs, a souligné le poids dans le cadre d'un compte-rendu de l'Empire gréco-romain paru à la Revue historique en 2008. De même, un peu plus loin, Veyne évoque le plan idéal d'un livre. Selon lui, voilà ce qu'on peut en dire.
Représentez-vous la table des matières d'une idéale histoire de l'humanité et supposez que les chapitres aient pour titre non pas l'Orient, la Grèce, Rome, le Moyen-Âge, mais par exemple du pouvoir par droit subjectif au pouvoir par délégation, de l'économie comme activité inessentielle à la professionnalisation de l'économie. Il termine le texte en disant « Ce livre serait bien plus intéressant que ceux que nous avons aujourd'hui ». Et pourtant, un coup d'œil sur les résumés de cours montre qu'il a travaillé moins par item que par dossier. Certains cours, certes, semblent assumer l'ambition que dans sa leçon, il fixait à l'histoire. Mais il faut souligner combien ces moments alternent avec l'analyse de dossiers très balisés. Ces derniers peuvent croiser un auteur et un thème, par exemple Plutarque ou Horace sur la religion, Dion de Prusse sur la rhétorique impérialiste. Ils peuvent se concentrer parfois sur une biographie particulière, comme Sénèque en 91-92. Ils peuvent travailler un épisode d'histoire particulière en même temps que faire une histoire purement locale, le voyage de Néron en Grèce et Sparte. D'autres cours sont consacrés à l'analyse d'un pur genre littéraire et s'appuient sur un corpus déterminé, comme l'élégie. Et il arrive à Veynes de travailler explicitement à partir de dossiers archéologiques précis, comme les bas-reliefs des colonnes ou les arcs de Rome en 86-87, ou encore la Villa des Mystères dont on a parlé ce matin en 97-98. On le voit donc, Veynes, au Collège de France, n'a pas brisé les catégories classiques de l'écriture de l'histoire au profit d'un travail à partir de concepts transpériodiques et transhistoriques. Il a fait l'inverse. Il a assumé les partages établis, une histoire de Rome, mais à l'intérieur d'elle, il a fait jouer les concepts issus des sciences humaines ou de la philosophie. C'est la question des invariants. Au fond, on pourrait donc dire qu'il vaudrait mieux lire l'inventaire des différences comme une leçon terminale, plutôt que comme une leçon inaugurale. Le discours de Veynes vient en effet parachever son éloignement d'avec une partie des historiens, en partie ceux des annales, on y reviendra. La valorisation des abstractions et le recours à des concepts empruntés à la philosophie font en effet partie des reproches qui sont fréquemment adressés à Veynes jusqu'au début des années 2000. En sens inverse, Veynes semble avoir pris conscience, dès les années 1970, des insuffisances des annales, à ses yeux, par rapport à ses propres interrogations. Ainsi, il le dit clairement dans le fichier audio. Veynes parle. Les annales, tout ça, ça ne les concerne d'aucune manière, ils s'en fichent. Je crois même qu'ils ne comprennent même pas. Il faut avoir fréquenté les gens des annales pour voir à quel point le maniement de la pensée abstraite est peu répandu. C'en est à un point où c'est invraisemblable. J'ai vu le Goff paniquer un jour à une réunion des annales où j'avais le petit bouquin de Deleuze et Guattari que j'aime beaucoup, Rhizome. Il était paniqué. J'aurais amené une fiche sur la critique de la raison pure, ça n'était pas pire. Vincent appréciera. Derrière cette déception, il y a le rapport entre histoire et philosophie, évidemment, et surtout la question des instances explicatives. Les annales, selon Veynes, rapportant tout à un sujet, la société, alors que Veynes, Aron ou Foucault travaillent à partir d'autres outils. C'est donc du côté du rapport entre Veynes et ses philosophes qu'il faut se tourner, comme l'a fait M. Mantovani ce matin, afin d'éclairer l'arrière-plan de la leçon inaugurale. Deuxième temps de notre exposé, a-t-on affaire avec la leçon inaugurale au passage d'un Veynes à un autre? Dans l'introduction d'un ouvrage collectif que nous avons eu la chance de co-diriger sur Veynes, nous avions essayé de séquencer en 2 ou 3 phases la carrière de Veynes. Il y aurait eu un Veynes aronien ou weberien, un nouveau Veynes influencé par Foucault, et un dernier Veynes qui aurait opéré une sorte de synthèse. C'est ce que Patrick Leroux reprend en conclusion du volume après les contributeurs. Cette perspective, si elle est en partie juste, laisse toutefois ouvert 2 questions qui engagent la compréhension de l'œuvre de Veynes et qui nous conduisent à replacer la leçon inaugurale dans une chronologie plus étendue. On peut d'abord questionner les conditions de possibilité d'une telle conversion, qui apparaît si subite et radicale qu'elle en devient incompréhensible. Autrement dit, comment Veynes a-t-il pu passer de la conception d'une histoire fondée sur le recours aux invariants, exposé dans l'inventaire des différences, et illustré par le pain et le cirque, à l'idée qu'il aurait dû, dès 1978, réécrire toute sa thèse à l'envers, comme il le dit. Dans l'autre sens, quel pouvait être l'intérêt d'un philosophe tel que Foucault à discuter avec un historien dont les conceptions et même les publications paraissaient très éloignées des siennes? Ces interrogations, sur lesquelles on va revenir, ouvrent une deuxième question. Qu'est-ce que Veynes a cherché et trouvé chez les philosophes avec lesquels il a dialogué? En amont et en aval de la leçon de 1976, la correspondance avec Aron d'une part et le séminaire avec Foucault d'autre part permettent d'éclairer une partie de ces problèmes. Ces documents tentent à nous montrer que l'inventaire des différences, ce sera la thèse qu'on va défendre ici, peut être lu comme un texte qui, tout en se lovant dans des problématiques aroniennes, annonce déjà la convergence de pensée avec Foucault. Un peu avant d'entrer au Collège de France en 1970, Raymond Aron s'était fixé 2 objectifs. Je cite.
reprendre l'examen des problèmes de la connaissance historique en confrontant méthode et résultats de la philosophie analytique des anglo-saxons avec la manière de philosopher des néo-kantiens et des phénoménologues allemands dont Aron s'était inspiré dans l'introduction à la philosophie de l'histoire. Écrire le livre que Aron annonçait à la dernière page de l'introduction qui traiterait de l'action dans l'histoire. Paru dans ce contexte en 1971, Comment on écrit l'histoire, qui partage les mêmes interrogations et la même bibliographie que Raymond Aron, ne pouvait que susciter son intérêt. En outre, à cela s'ajoute la redéfinition des sociabilités du philosophe. Sa démission de la Sorbonne, les événements de mai 68, la rupture avec Bourdieu, l'élection au Collège de France ont conduit Aron à faire évoluer son séminaire. Celui de la Sorbonne, qui était tenu entre 55 et 67, était un séminaire de mandarin. Celui qui s'ouvre à l'EHESS en 68 est beaucoup plus ouvert quant aux thématiques et au public accueilli. Venn, qui partage l'antimarxisme de ce groupe, va y intervenir tous les ans entre 1972 et 1976. Et en réalité, les échanges avec Aron sont le véritable laboratoire intellectuel de l'inventaire des différences. En effet, si l'on compare la leçon inaugurale avec Comment on écrit l'histoire, les différences sont frappantes. En 71, Venn opposait l'histoire et les sciences humaines. L'historien devait se résigner à ne faire que le récit d'une aventure humaine, alors que de l'autre côté, les sciences humaines offraient de bâtir un corps de lois invariantes. Et si l'histoire utilisait des concepts, ils n'étaient pas de la même nature que ceux des sciences humaines. Je cite Venn, les concepts sublunaires, les concepts des historiens, sont perpétuellement faux parce qu'ils sont flous, et ils sont flous parce que leur objet bouge sans cesse. 5 ans plus tard, les choses ont bien changé. La place du récit, comme l'a dit M. Mantovani, est minorée, au profit de la conceptualisation, qui ne se distingue plus de ce que font les sciences humaines et qui repose sur les invariants. Comme l'écrit Venn à Aron le 24 février 1976, mon discours inaugural portera sur l'invariant et sur la différence entre l'idée de friction, ça c'est Walras, et l'idée de caméléon, et sur les deux moments de la philosophie aronienne de l'histoire. Et de fait, on pourrait rapporter chacun de ces déplacements à 3 petites pages dans les publications d'Aron des années 70. On se bornera à un exemple. C'est dans une note de fin de livre, dans une note que Venn a trouvé le thème des invariants. Une note et pas plus. Une note qu'il a lue en 1976, juste avant d'écrire sa leçon inaugurale, ce qui ramène à ce qu'on disait ce matin sur le fait qu'il s'appropriait très vite les publications des autres. Je cite, donc c'est un thème qui dérive des rapports problématiques entre concept et histoire. Est-ce qu'on peut, à partir de n'importe quelle expérience historique, remonter à son concept et par exemple déterminer la nature de la guerre à partir d'une guerre particulière, déterminer la nature de la religion à partir d'une religion ou de plusieurs religions? Je cite Aron qui montre qu'il n'y a pas d'opposition en fait. Je cite. La définition de la guerre en tant que composée de 3 éléments, c'est Clausewitz, passion, libre, activité de l'âme, entendement, dérive de l'expérience historique éclairée, rendue intelligible par le concept. Elle s'applique à toutes les guerres réelles, puisqu'elle en explique la diversité par sa propre complexité interne. Elle surmonte l'opposition du concept et de la modification, puisque toutes les guerres réelles sont modifiées par rapport à l'essence pure de la guerre, essence qui n'apparaît plus comme la vérité naturelle de la guerre, mais plutôt comme un moment abstrait de l'analyse théorique. Dès lors que le concept vrai ne sépare plus l'instrument de sa finalité, la guerre de ses origines et de ses fins, pourquoi opposer forme absolue et modification, au lieu de mettre en lumière la part différente de ces 3 éléments dans toute guerre réelle, en même temps que la vérité transhistorique du concept trinitaire de guerre? Enthousiaste dans ses lettres, Venn reprend dans sa leçon les 2 composantes de cette argumentation. 1. L'idée que les invariants permettent d'expliquer l'histoire en jouant sur les paramètres internes du concept. Et 2. L'idée que ces invariants sont en fait des moments abstraits de l'analyse plutôt que des objets invariables. Il écrit, je cite, « Invariant ne veut pas dire que l'histoire est faite d'objets invariables qui ne changeront jamais, mais seulement qu'on peut prendre sur elle un point de vue qui demeure invariable comme la vérité, un point de vue scientifique qui échappe aux ignorances et aux illusions de chaque époque et qui soit transhistorique. Invariant veut donc dire histoire écrite à la lumière des sciences de l'homme, car une pareille histoire utilisera évidemment ces sciences. L'invariant explique ses propres modifications historiques à partir de sa complexité interne, et à partir de cette complexité, il explique aussi sa propre éventuelle disparition. » Si Venn suit ainsi de près, vous l'avez compris, certaines inflexions de la philosophie aronienne, il s'en distingue cependant de 2 manières au moins. Premièrement, il y a une hésitation autour des universaux, puisque chez Venn, malgré ce qu'il peut expliquer, l'invariant tend à devenir un objet invariable ou la vérité naturelle des choses. À la page 23 de la leçon inaugurale, il écrit « Déterminer les invariants, c'est déterminer les véritables réalités et les véritables mécanismes de l'évolution historique. » Si Venn hésite entre cette affirmation du caractère abstrait des invariants qu'il prend chez Aron et l'affirmation de leur réalité, c'est qu'il a trouvé la seconde option chez Clausewitz directement, lorsqu'il l'a lu en 1965. En 1965, vous l'avez à l'écran, Venn écrivait à Georgeville.
C'est à propos de Clausewitz. C'est génial. Son bouquin n'a rien à voir avec la stratégie. C'est une théorie de l'action en général. Aussi bien n'a-t-il pas une théorie stratégique qui lui serait propre, ce qu'il décrit, c'est la logique de la chose même. À cette première différence, cette hésitation donc entre Aron et Veyne, s'ajoute le fait que Veyne a cherché à mettre les invariants au service d'un projet historien qui consiste à expliciter les évidences partagées dans le passé. Présente dans la leçon, cette idée d'invariant comme évidence partagée est encore plus explicite dans l'article sur l'histoire conceptualisante paru en 1974, lorsque Veyne évoque le non-événementiel. Pour Veyne, ce non-événementiel renvoie à tout ce qui va de soi, à une époque donnée, ce qui donne à cette époque un profil particulier. Et c'est à partir de cette idée de choses qui vont de soi qu'on a pu comprendre que Veyne, pendant un temps, a pu réunir en son sein les philosophies de Aron et de Foucault. Pour éclairer cette énigme, une énigme qui en fait a tourné assez court, puisque quelques années plus tard, en 1978 a priori, Veyne s'est rendu compte que les philosophies aroniennes et foucaldiennes étaient quand même très très différentes. Il écrit la chose suivante dans le cadre de l'enregistrement du séminaire. Étant donné que les annales parlent sans arrêt de non-événementiel, j'ai pensé que peut-être cela désignait cette mystérieuse zone d'ombre qui entoure les choses. Il a paru rapidement que ça n'était pas ça. Alors, après, puisque l'infrastructure ne marchait pas, puisque le non-événementiel, ça n'était pas ça, j'ai essayé un troisième truc, qui était les sciences humaines. Je vois bien maintenant que la différence était de savoir s'il y avait des universaux ou une combinatoire indéfiniment renouvelée, mais cela, c'était un degré d'abstraction auquel je n'arrivais pas. Et littéralement, quand j'ai fait ma leçon inaugurale, j'ai cru, enfin, je l'ai fait dans les meilleures intentions à ton égard, donc il parle à Foucault, j'étais persuadé que j'avais compris ce que tu racontais. Alors, j'ai mangé les sciences humaines pendant un certain temps. Il y avait toujours ce problème du ce qui va de soi. Puis, un beau jour, j'ai compris. Alors, si l'on comprend l'intérêt que Aron a pu trouver au texte de Veyne, comment rendre compte inversement du dialogue initié entre Veyne et Foucault au Collège de France? Et en sens inverse, au contact de Foucault, est-ce que Veyne a modifié ses propres conceptions? Le tapuscrit initial de Foucault révolutionne l'histoire et la séance de séminaire dont on a parlé permettent ici d'être un peu plus nuancés. Le travail commun de Veyne et de Foucault s'est noué autour d'une question de méthode. Et leur dialogue est intervenu à un moment charnière de la carrière de Foucault, qui est passé de l'archéologie à la généalogie, et qui a rencontré le travail des historiens. Mais comme vous le savez, lorsque Foucault a rencontré certains de ces historiens autour de surveiller et punir, ça s'est mal passé. Les uns, comme Jacques Léonard, ont opposé la liberté des acteurs face à l'impression, chez Foucault, d'avoir affaire à un processus inexorable. Les autres, et c'est grâce à Verlangier, on sait qui c'est, ce sont Jacques Revel et Carlo Ginzburg, ont reproché aux philosophes de réintroduire des invariants dans une analyse qui apparemment les niait. Et c'est alors chez Veyne que Foucault va trouver le moyen de répondre à ces objections. Problème des invariants. L'histoire, d'après Veyne, peut se passer des universaux. C'est le thème de ce qu'il appelle le nominalisme. Problème des acteurs, ensuite. L'histoire, d'après Veyne, ou l'histoire plutôt telle qu'il la pratique, explique les conduites des individus sans avoir à recourir à la notion d'idéologie ou à sonder les consciences. C'est l'idée d'une grammaire préconceptuelle de l'action chez Veyne qui va donner chez Foucault tout le thème final de la gouvernementalité. Alors, on peut prendre les choses un par un, une par une. Chez Veyne, le thème du nominalisme des historiens, l'idée que rien n'existe en dehors d'individus concrets et que les concepts qu'on utilise qui permettent de les saisir sont trompeurs, est élaborée dès le début. Elle n'excluait pas la possibilité d'établir des invariants anthropologiques, mais elle assignait cette tâche, on l'a dit, aux seules sciences humaines. Et lorsqu'il se met à discuter avec Foucault, bizarrement, Veyne revient à cette première épistémologie, celle de comment on écrit l'histoire. Je cite. « Il n'y a en histoire que des constellations singulières, et chacune de ces constellations est entièrement explicable avec les seuls moyens du bord. Il n'y a pas d'État, ni même d'État romain, mais seulement l'objectivation, troupeau à guider d'une pratique datée, laquelle est d'ailleurs explicable par le reste de l'histoire. Dans un kaléidoscope, il n'y a que de l'événementiel et pas de figure durable. Il n'y a que des essayités. Foucault est notre Dan Scott. Que deviennent alors les sciences humaines si le singulier est intelligible sans que son intelligibilité soit contenue dans des universaux? Ici, le non-philosophe que je suis commence à se rendre compte, enfin, qu'il s'est lancé dans des questions trop difficiles pour lui. Peut-être aussi l'amour-propre m'aveugle-t-il, car j'ai soutenu dans ma leçon inaugurale que l'histoire devait s'écrire au moyen des sciences humaines. Cela étant avoué, et donc là, après la concession, il revient en fait à sa théorie, cela étant avoué, il me semble que le problème est de savoir ce qu'on veut expliquer. Des processus dans l'histoire, auquel cas on est historien, ou bien l'histoire elle-même, c'est-à-dire des processus dans l'histoire, pardon, auquel cas on fait des sciences humaines, ou l'histoire elle-même, c'est-à-dire les événements qui intéressent un historien. Il serait concevable que des constellations singulières qui ne tombent d'elles-mêmes sous aucun modèle, sous aucune covering law, soient issues de processus qui, eux, seraient modélisables, et ainsi de suite. Vous voyez que Veyne ramène Foucault à sa propre épistémologie,
en reconduisant les idées de comment on écrit l'histoire et en négociant avec ses inflexions dans l'inventaire des différences. Tout est affaire donc de choix, d'après lui, entre deux perspectives complémentaires. Le séminaire qui a été publié par Verlangia montre qu'il y a ici un malentendu entre Venn et Foucault. Une partie de la discussion, en fait l'essentiel de la discussion, porte sur les universaux ou les invariants et leur recours en histoire. Bon, dit Foucault, on se supprime tous les universaux objectifs. L'État, ça n'existe pas, la guerre, ça n'existe pas, l'économie, ça n'existe pas, l'intérêt même, ça n'existe pas. On peut bien utiliser un certain nombre d'universaux, bien sûr, les universaux logiques, ça va de soi. Vraisemblablement, il y a aussi d'autres universaux qui ne sont pas exactement logiques. Quand on étudie quelque chose, par exemple, comme gouverner, on étudie la manière dont les gens agissent dans une certaine situation. Laquelle situation, d'ailleurs, n'est pas une donnée inerte par rapport à la manière dont les gens agissent. Parce que ça en fait partie, parce que ça en est la cristallisation, etc. Donc, on décrit la manière dont les gens agissent. On y retrouve un certain nombre de relations universelles. On y retrouve un certain nombre de singularités, d'accord ? Mais est-ce qu'on ne risque pas d'ouvrir une question d'anthropologie plus générale ? Donc, vous voyez que Venn et Foucault tombent d'accord sur le fait de récuser les universaux d'objets. La société, la religion, tout ça, on s'en débarrasse. Tous les deux concèdent que l'histoire utilise des universaux, ce qu'ils appellent logiques, des formes comme l'implication, la conséquence, la finalité, la manière dont on raisonne. En revanche, ils divergent sur les universaux psychologiques anthropologiques ou les universaux pratiques. Foucault hésite. Il craint que cette idée ne le mène à une anthropologie que toute son œuvre dissout, l'idée qu'il y a une nature humaine. Mais en même temps, il est obligé de postuler une certaine logique entre les pratiques et les discours, sous peine d'avoir une explication qui ne vaut rien. Ses interlocuteurs ne le suivent pas et ne comprennent pas, viennent au premier chef, qui pense qu'une historicisation, le fait de dissoudre les universaux, entièrement suffit. Je me demande, dit Venn, si cette relation n'est pas elle-même déterminée par tout le reste et ne fait pas partie du système considéré, si le problème n'est pas spécieux. Je comprends que c'est effectivement le genre d'idée qu'on a sans arrêt quand on travaille, ce genre de truc, cette relation. Sauf que le problème apparaît ensuite verbal, cette relation est contenue dans les termes mêmes de la pratique considérée. Débarrassons-nous aussi des universaux pratiques. De fait, Foucault et Venn ont bien travaillé dans le même sens, avec la volonté de rendre compte de la rationalité de certaines conduites, sans en faire l'effet d'une idéologie, ni lui supposer un ancrage psychologique. Dans un entretien inédit qui vise le pain et le cirque, voilà ce que Foucault déclare à propos de son propre intérêt pour Venn. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est un type d'analyse justement pour les pratiques, qui ne cherche pas un sens interprétatif, qui ne leur cherche pas une intention, qui ne cherche pas l'intention de celui qui les pratique, mais qui définissent leur rationalité, leur économie propre et les mécanismes par lesquels leurs effets viennent infléchir en retour leur processus, etc. Alors il y a un historien en France qui travaille un peu dans cet esprit-là. Actuellement, avec des gens dans mon séminaire, on travaille avec lui, et il s'appelle Paul Venn. Et en fait, c'est toute l'idée de praxéologie et l'édition de la thèse de Georges Ville qui est derrière ça. En même temps, comme vous le voyez, il y a convergence des problématiques, il n'y a pas d'alignement. Jamais Venn n'a senti le besoin de référer ces questions à quelque chose d'autre que des constellations historiques singulières. Il n'a jamais cherché non plus à imaginer le passage d'un système de pouvoir à un autre. De même donc que le rapprochement avec Aron reposait sur une divergence de fond, le dialogue avec Foucault révèle un malentendu. Venn l'a lu à partir de sa propre épistémologie, il l'a radicalisé dans un sens nominaliste et il n'a pas réussi à suivre ses derniers revirements. En somme, il a traversé des philosophies très différentes, mais sans jamais s'y soumettre totalement. Elles lui ont servi en fait à mettre en forme ses propres problèmes. Et alors, il faut postuler qu'il y a une pensée de Venn avant ces philosophies, antérieure avec ces philosophes, et une pensée donc cohérente. C'est à ce stade qu'il est opportun de consulter la correspondance entre Venn et Georges Ville. Dernière partie de cet exposé, je suis un louloutien impénitent, citation de Venn évidemment, l'érudition devance les sciences humaines. Venn a présenté souvent sa carrière comme une flèche brisée un beau jour de l'année 1967. Je cite, « En 67 éclate une crise. Je ne peux plus continuer à faire des travaux d'érudition, rectifiant telle lecture d'inscription, proposant telle date, ni des articles d'histoire sociale tels que celui que j'ai écrit sur la vie des affranchis romains, la vie de Trimalcion, par lequel je suis rentré dans les annales en 1961. Cela ne peut plus durer. Il faut reprendre les sciences humaines à la base. Du reste, on étouffe dans l'érudition. » La bibliographie de Venn semble accréditer cette sorte d'épiphanie, par définition brutale, qui se traduit par une rupture avec cette érudition envisagée comme une finalité en soi du travail historien. Comment on écrit l'histoire serait le premier-né de cette épiphanie, suivi par des livres dont les sous-titres témoignent de la volonté de ne jamais se limiter au champ antiquisant. Sociologie d'un pluralisme historique, essais sur l'imagination constituante, l'amour, la poésie et l'Occident, etc. Dans la correspondance avec Ville, on trouve une même idée. Je cite, « Je n'arrive plus à prendre l'archéologie au sérieux. C'est très emmerdant. La vie de Louis Robert me fait horreur.
Je ne lis même plus rien, à part du René Char, indéfiniment ressassé. Je voudrais vraiment changer de vie. Plus moyen de prendre au sérieux l'idée de faire une thèse, que j'ai pu m'intéresser à Trimalcion ou au portrait républicain me paraît aussi lointain que la philatélie. Les expressions sont proches et la crise paraît réelle avec la phrase qui renvoie à 67, sauf que cette lettre date du mois de décembre 1961. Elle date de 6 ans avant la soi-disant crise intervenue en 67. Ici, soyons précis, Veyne relie son désarroi à ses aventures sentimentales. Il se plaint d'être éloigné de son aimée qui s'appelle Hélène Flasselière. Ce découragement est lié à une situation géopolitique désespérante, la guerre en Algérie, et au sentiment, en revenant en Provence, qu'il a bouclé la boucle et qu'il n'a plus rien de nouveau à faire. Donc, sans prétendre opposer les déclarations publiques au secret de la correspondance, en quelque sorte, où l'historien livrerait sa véritable pensée, c'est pas le cas, on peut à minima nuancer les assertions parfois fracassantes de Veyne et mieux comprendre sa trajectoire. Pour ce faire, on peut se tourner vers ce corpus de lettres dont on vous a dit un mot en introduction. Ce corpus est extraordinairement riche, la correspondance se déploie parfois au rythme de plusieurs lettres par jour, on y trouve des éléments relatifs au métier d'historien dans ce qu'il a de plus concret, échange de fiches, renseignements bibliographiques, telle ou telle discussion de traduction d'Horace ou d'une ligne du CIL, les potins universitaires dont est friand Veyne, qui, comme il le dit souvent, s'emmerde à Aix, il l'écrit dans plusieurs lettres, et enfin de remarquables portraits de ses collègues et contemporains, à commencer par Louis Robert, qu'il surnomme Loulou. Ces lettres, échangées par donc deux louloutiens inconditionnels, comme il se qualifie lui-même, constituent un point d'entrée dans une histoire intellectuelle qui intègre la matérialité des pratiques savantes. Pour ce qui nous intéresse ici, ces lettres mettent en question l'idée d'une rupture avec l'érudition comme fin en soi et témoignent d'un rapport particulier aux sciences humaines qui éclaire d'un jour étonnant les affirmations ou certaines affirmations de l'inventaire des différences. Dans une intervention à la radio, Claire Sautinel retenait que de Veyne qu'il avait fait, disait-elle, imploser l'érudition. C'est-à-dire que, tout en respectant les méthodes de la philologie, de l'épigraphie, voire de l'archéologie, il les avait retournées contre elle-même. Cette idée se trouve confirmée par la lecture de la correspondance qui nous intéresse ici. On y voit en effet combien la lecture de savants les plus autorisés a mis Veyne sur le chemin de ses intuitions les plus avant-gardistes, bien avant qu'il ne les développe au Collège de France. Je crois que c'est M. Antovani qui disait que certaines idées étaient en germe depuis des années. C'est entièrement le cas ici. Edward Frenkel, Edward Norden ou Louis Robert sont trois héros aux yeux de Veyne, à propos desquels ses jugements sont interchangeables. Il fait l'éloge des trois tour à tour, et qui selon lui sont des penseurs particulièrement modernes. De même, la phrase que l'on cite souvent de la leçon inaugurale, selon laquelle on reconnaît les grands historiens aux pages qui n'écrivent pas, est une phrase que Veyne qu'il écrivait à propos de Norden dès les années 60, et c'est un emprunt à René Char. Donc tout un jeu d'intertextualité au sein de la trajectoire de Veyne. Ce chassé-croisé entre antiquisants, philologues, poètes, est une preuve parmi d'autres que pour Veyne, l'érudition, et particulièrement l'érudition allemande du début du XXe siècle, est paradoxalement moderne. En mai 1967, alors qu'il commente la querelle entre Barthes et Picard, Veyne écrit ainsi « Loin d'attendre quoi que ce soit des sciences humaines, la philologie classique est au contraire en position de pointe. » À partir de telles remarques, on voudrait à présent explorer, pour en finir, une hypothèse. À partir de l'originalité du positionnement de Veyne, on aimerait montrer que son caractère en décalage, en porte-à-faux par rapport à l'historiographie française et internationale, dérive d'un rapport particulier à l'érudition. Après un silence épistolaire, Louis Robert écrit en substance à Paul Veyne « Vous êtes trop bouillant, en revanche, vous êtes éducable ». Ce que Veyne commente ainsi « Loulou entend par éducable qui se laisse engueuler par Loulou sans protester au nom de la science ». De fait, le tempérament de frondeur sur lequel on insiste tant de l'historien ne doit pas faire oublier qu'il a suivi la formation d'un philologue accompli et qu'il n'a jamais renié l'approche érudite de ses débuts, comme le montrent nombre de ses publications dans les années 76-98. Et pour résumer, elle continue de se faire dans la revue de philologie, la revue archéologique lorsqu'il est au Collège de France, et l'érudition représente encore 20% de ses publications de ces années au Collège de France. Autrement dit, son arrivée n'a pas signifié la disparition de l'érudit Veyne. Les cours qu'il donne dans cette institution ont capitalisé d'ailleurs sur un travail parfois très antérieur. C'est le cas évidemment des cours des années 80 sur l'élégie érotique romaine, qui se fondent en réalité sur plusieurs années de traduction pour l'agrégation des poètes élégiaques à Aix.
et sur un ensemble d'idées qui flottaient dans sa tête dès 20 ans auparavant, je cite. « Il y aurait un livre sérieux, écrit Venn à une date inconnue, un vrai livre à écrire sur l'histoire de Rome. » Et ailleurs, il écrit sur l'érotisme à Rome, pardon, excusez-moi. Et dans un feuillet qui est classé dans une autre liasse, mais qui vraisemblablement appartient à cette lettre, il écrit « D'une façon générale, il n'y a rien de plus respectueux que la littérature pornographique, et c'est ce qui la rend illisible, mis à part, justement, les élégiaques latins, plaisir honteux et furtif. » Donc en fait, il y a déjà des choses qui sont dans l'air. Ces effets de retardement dépendent évidemment, pour une bonne part, des contraintes du travail antiquisant dans ces années 60, 70, 80. Il faut réunir la documentation, dépouiller la bibliographie dans un contexte où l'accessibilité de cette bibliographie, notamment puisqu'il habite à Aix, n'est pas facile. Une bonne partie de la correspondance avec Ville est ainsi consacrée à l'échange de références bibliographiques, à la transcription ou aux commentaires de documents, à l'envoi de livres achetés à prix d'or auprès des éditeurs allemands ou bien empruntés à des bibliothèques et qu'alors il faut aller rendre. Donc toutes ces contingences matérielles prennent une place fondamentale dans le travail de Venn. Et tout cela prend du temps et ça retarde le moment de la publication. Ce qui fait que certains articles publiés dans la période du Collège de France se réfèrent à un travail très antérieur. Par exemple, l'article sur le voyage de la vie est symptomatique. Il est paru en 85 et il interroge le rapport des Romains à leurs images à partir de sources archéologiques autant que textuelles. Or, la correspondance démontre que Venn a commencé à travailler sur ce dossier 20 ans avant, en 1962, après avoir aperçu une photographie d'un hôtel curieux dans les fichiers de Ville. Et dans la lettre, vous voyez qu'il y a déjà la documentation qui est réunie et l'essentiel de la bibliographie qui est discutée. Mais le 19 juillet 1962, illustration de ces contingences de la retraite, 2 mois plus tard, Venn renvoie une lettre en disant avoir tout perdu. Tu avais eu la gentillesse de m'envoyer toute une bibliographie sur ce relief capital pour moi. Or, j'ai égaré ta lettre. Si ce n'est pas abusé, accepterais-tu de me renvoyer cela et de me refaire la bibliographie? Rassemblement de la documentation, constitution de la bibliographie, dépouillement puis mise en fiche forment donc l'essentiel d'un travail qui est antérieur de plusieurs années ou plusieurs décennies aux publications de la période du Collège de France. À cette part matérielle, il faut aussi ajouter les doutes. Par exemple, l'article Monumentum Rude ex Aschia, qui est paru en 82, s'enracine dans des recherches effectuées à partir de 65. Février de cette année-là, suite à la parution d'une nouvelle inscription, Venn écrit triomphalement à Ville. Aschia signifie necessitas ou ananke. Je cite, « Je peux en administrer la preuve. Les documents grouillent, la série est complète autour de ce document nouveau. C'est pas une idée en l'air, c'est du sérieux de la série à passer dans ma petite thèse. » Octobre 65, le ton est différent. Mes trucs sur l'Aschia, où j'avais cru trouver la solution, sont de la couille. Allez reprendre. C'est possible sans plus, comme mon truc sur l'arc de Bénévent. Mais improuvable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas plus con que les autres solutions, mais moins. Impubliable. Au-delà de ces questions pratiques, cette érudition de Venn, ce rapport serré à l'érudition, représente pour lui une forme mentale, une forme cognitive, pourrait-on dire même, qui explique la position singulière de Venn dans le paysage historiographique français. Dans un de ses livres, Venn écrit qu'il y a chez les élégiaques latins, et je le cite, le plaisir de manier des fiches, de faire des rapprochements, de résumer, de cataloguer. Il y a la conviction qu'on épuise la connaissance d'un domaine de la réalité, faune, flore ou prodige, lorsqu'on en dresse l'inventaire. On pourrait en dire autant de l'historien lui-même, de l'historien Venn, donc, chez qui la mise en série des documents n'a pas été simplement une méthode philologique, mais a déterminé un mode particulier de connaissance, ce qui l'a mis en porte-à-faux à la fois avec la philologie classique et avec les tenants de l'anthropologie historique. Dans ses lettres à Ville, Venn ne cesse de se plaindre de la bêtise des philologues français. Les travers de Baillet, Bloch, Dury, Grimal, Marcadet, Moulinier, Perret, Salvia, Ceston et autres, et Turcan bien évidemment, sont pointés à longueur de page. A l'inverse, les philologues allemands font l'objet de la plus vive admiration. Comme Venn l'écrit dans une lettre de 1965, vous l'avez à l'écran, il faut bien dire qu'à côté des grands philologues allemands, Schmidt, Frankel, Klinger, Kroll, Norden, Leski, nos profs à la Sorbonne font provincial et latiniste de collège, sauf le Pépé Boyancé et Jacques André. Or, la différence entre les savants allemands d'une part et les savants français de l'autre tient surtout aux yeux de Venn à un point de méthode, comme on le voit bien dans une scène assez drôle que raconte Venn dans une des lettres. Je vous lis le texte. Perret m'a procuré, il y a 8 jours, une des plus fortes surprises de mon existence. Pour tuer le temps pendant les épreuves de français à la Grègue, je m'étais muni d'un Athénée, de petits carrés de papier, et je dépouillais Athénée en faisant des fiches. Perret me voit, me regarde, s'étonne, et à la fin, n'y tenant plus, me demande « Mais enfin, pourquoi lisez-vous Athénée? Vous l'étudiez? Et ces fiches, qu'est-ce que vous en faites ?» Je lui réponds que je dépouillais Athénée. «
Mais vous dépouillez quoi? Je ne comprends pas. Prenons un exemple. Laissez-moi voir vos fiches. Pourquoi vous notez ça et ça? Je réponds que c'est pour les mettre dans des dossiers et pour faire des séries. Mais il me regarde comme si je parlais chinois. Il doit me tenir pour un original, inoffensif mais bizarre, ou très con, puisque faisant des fiches. La mise en série, illustrée par Norden ou Louis Robert, a chez Veyne une double fonction. Elle a évidemment un rôle technique, puisqu'elle permet d'éclairer le sens d'un passage obscur ou de restituer le texte manquant d'une inscription, par exemple. Mais elle a également une fonction plus générale, puisque la recherche des parallèles permet de restituer l'étrangeté des textes antiques en les rapportant à des conventions déterminées du passé. Or, faire l'inventaire des différences qui nous séparent des époques anciennes, c'est pour Veyne l'essence même de l'histoire. Un passage relatif à l'arc de Bénévent, qui est trop long pour être cité entièrement, témoigne de ce jeu permanent chez Veyne entre la mise en série comme méthode et la mise en série comme programme théorique. Cette mise en série, vous l'avez donc compris, joue le rôle d'un inventaire explicatif des différences du passé, puisqu'elle permet de reconstruire ce que faisaient vraiment les artistes anciens, dans le cas de Bénévent. Mais elle tient lieu aussi de programme intellectuel, puisqu'elle dégonfle la notion de symbolisme en histoire des arts, et annonce déjà les réflexions sur les images qui seront celles qu'il mènera de front avec, ou plutôt en duo, avec Jean-Claude Passeron. Tout se passe donc comme si pour Veyne, il n'y avait pas besoin de lire au-delà de Nilsson, Nock ou Norden, puisque la philologie telle qu'il la pratique est intrinsèquement moderne. Ainsi, note Veyne, Panofsky, dans ses essais d'iconologie, c'est lui qui le dit, n'inaugure méthodologiquement rien qu'un archéologue ne sache déjà. Très exactement, Panofsky applique à l'art du XVIe siècle les méthodes de l'iconographie des archéologues antiques, se demandant ce que veut dire tel geste, tel objet, etc. Il constitue des séries, des chiffres, des personnifications et allégories. Ainsi, une mise en porte-à-faux vis-à-vis des philologues classiques français. Dans l'autre sens, ou sur un autre pôle, de même que Veyne est à distance de la philologie classique telle qu'elle se pratique à ce moment-là en France, il est étranger aux mutations de l'histoire ancienne qui lui paraissent relever, selon son avis, d'une forme d'essayisme dissertatoire. On lira une dernière lettre à cet égard. Donc, c'est une lettre envoyée à Ville. Excellent récit de ton exposé chez Vernon. Au fond, tous ces gars-là, c'est des enculturés de frais, des hippocagneux demeurés à propos du genre. Alors, je précise qu'on est là bien 20 ans avant l'amitié qui va lier Veyne à Vernon. C'est important pour la chronologie. On s'aperçoit qu'il y a 100 ans, la mode était d'exprimer les faits sociaux dans la langue du droit, ce que fait Mommsen, au même titre qu'on les exprimait phénoménologiquement vers 1950 et structurellement aujourd'hui, etc., etc. Une rhétorique chasse l'autre. Quant au fait lui-même, on ne sait pas l'expliquer, et par conséquent, on ne sait pas laquelle est la vraie langue dans laquelle l'énoncer. Dans ces conditions, toutes les langues sont équivalentes, ou plutôt la plus simple est la meilleure. À mon avis, la plus simple est celle de Loulou, la langue 1850, style mi-mœurs, mi-historique, Montesquieu, ou encore les voyageurs du 19e siècle. Alors, deux mots de conclusion. Donc, on a essayé de procéder par élargissement successif afin de rendre à la leçon inaugurale et à l'arrivée de Veyne au Collège de France une espèce de profondeur biographique et intellectuelle qui a été marquée par des relations ambivalentes entre théorie et histoire. Et cette démarche nous ramène finalement à l'idée d'une œuvre en porte-à-faux avec laquelle nous avions entamé l'ouvrage collectif que nous avons eu le plaisir de co-diriger. Au fond, peut-être, une bonne partie de l'originalité de Veyne dérive de ses options méthodologiques. La philologie, signifiant pour lui mise en fiche des documents et mise en série de ces fiches, impliquait de faire sauter les cadres établis et les cadres établis de la recherche pour pratiquer une histoire par item qui s'est confondue pour lui avec les sciences humaines. Paradoxalement, donc, c'est par sa maîtrise de l'érudition antiquaire que Veyne a été propulsé à l'avant-garde de l'histoire. Mais en même temps, comme il maîtrisait cette philologie, ça l'a conduit à regarder avec scepticisme l'ensemble des programmes philosophiques et scientifiques de son siècle. La philologie, telle qu'il l'entendait, permettait d'expliquer l'Antiquité avec les moyens du bord. Tout le reste n'était que de la rhétorique. Foucault, Aron, Vernon, tout ça, c'est un langage théorique différent qui permet d'exprimer la même chose. Et en ce sens, Veyne est un parfait positiviste, comme Foucault d'après lui, au sens où sa philosophie permettait d'éclairer les faits en se débarrassant de toute théorie. Dans sa correspondance, et ce sera le dernier mot, il livre un étonnant éloge d'Hippolyte Taine contre Jean-Paul Sartre. Et dans cet éloge, il n'est peut-être pas interdit d'y voir une préfiguration de sa propre carrière. Je cite, il le défend et il conclut, c'est la citation. « Les philosophes ont accablé Hippolyte Taine parce qu'un jour il a essayé de penser, tentation qu'ont souvent les savants, et de formuler conceptuellement son scientisme.
sous le nom de théorie de la race milieu-moment. En fait, il n'utilise pas ce déterminisme sommaire, mais les philosophes ne se sont attachés qu'à ça, alors qu'à ses yeux, à lui, ce qui comptait vraiment, c'était le grain des faits plutôt que la paille des concepts. Nous vous remercions.